Quand vous roulez sur les routes du Québec, prenez le temps de faire une petite pause dans un village relais. Vous y découvrirez des paysages et des attraits pleins de charme. Et surtout, vous découvrirez le sourire des gens d'ici. Au resto, à la station-service, au dépanneur, en fait, partout. Les villages relais. À travers leurs attraits et leurs services, 365 jours par année, c'est tout le Québec qui vous sourit. Ici Raymond Saint-Pierre, bienvenue à Zone Doc. L'Algérie fêtait en 2012 les 50 ans de son indépendance, des années souvent tumultueuses marquées par une guerre de libération qui a fait 500 000 morts. C'est pour évoquer ce conflit que Raymond Lévesque avait écrit à l'époque la chanson « Quand les hommes vivront d'amour ». Une guerre civile secoua aussi le pays dans les années 90 et bien des Algériens décidaient de tenter leur chance à l'étranger. On en retrouve des dizaines de milliers au Canada, dont 50 000 rien qu'au Québec. Le documentaire que nous vous présentons suit 4 Algériens vivant à Montréal qui retournent dans leur terre natale. Avec eux, nous pénétrons dans la Casbah d'Alger, nous verrons Oran et sa basilique, Tlemcen et sa mosquée et les montagnes kabyles. Une occasion pour nous de mieux comprendre ces Algériens qui vivent parmi nous et d'observer leurs liens avec leur pays d'origine. Voici donc Mon Algérie et la vôtre de Yves Bernard et Mélanie Pelletier. Et quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons mortes, mes sœurs. C'est une chanson de Raymond Lévesque. Et elle a été inspirée, elle est née du déchirement finalement des difficultés de la guerre d'Algérie. Donc j'ai l'impression que c'est un point musical et un lien qui va être toujours là entre le Québec et l'Algérie. Je suis Linda Tali. Je suis algérienne de naissance. J'ai quitté un jour ce pays pour m'établir à Montréal, un peu comme les 50 000 autres de mes compatriotes qui ont choisi le Québec comme deuxième patrie. Les raisons de quitter un pays sont toujours multiples. En Algérie, pour certains, c'était la peur. Pour d'autres, le goût de la liberté ou tout simplement cette soif d'aller ailleurs, de s'éloigner pour mieux revenir. En même temps, on peut quitter le sol d'un pays, mais on ne peut jamais quitter son âme. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer à la fois cette Algérie au côté clair et aussi courageusement l'autre Algérie, celle où tant de mes compatriotes ont été blessés ou déçus. Cette histoire est la mienne, mais aussi celle de 3 autres Algériens de Montréal. Ces personnages se nomment Zahia Belbachir, une designer de vêtements, Fouad Filali, un restaurateur du Vieux-Montréal, et Karim Akouche, un poète dramaturge originaire de Kabylie, cette partie d'Algérie habitée par les Berbères. Voici leur regard et le mien sur cette Algérie, ce pays de 35 millions d'habitants, qui il y a 50 ans, en 1962, obtenait de dures luttes son indépendance. C'est par les armes contre la France que cette indépendance allait s'obtenir. Une rébellion pour mettre un terme à 130 ans de colonialisme et d'humiliation. Une guerre de maquis qui s'étendit de 1954 à 1962. Ce que l'histoire appellera la guerre d'Algérie fit plus d'1,5 demi-million de morts.
Zahia Belbachir et de sa famille, c'est celle justement qui commence lors de cette guerre d'indépendance. Ça, c'est les terres de mes grands-parents. Donc, c'était la maison familiale au temps de la France, donc juste derrière vous. Donc, c'était la ferme. Bien sûr, elle n'était plus construite que ça, mais étant donné qu'elle a été bombardée, ben, c'est ce qui reste. Les souvenirs des atrocités de la guerre d'indépendance, Zahia les a souvent ressentis, devinés à travers le lourd silence que son père, un résistant de la guerre d'Algérie, a toujours gardé sur cette période, du moins jusqu'à aujourd'hui. Nous vivions très bien ici avec mes frères et mes sœurs. Nous avions tout ce qu'il fallait. Puis, les Français sont arrivés. Ils ont détruit notre maison. Nous avons dû fuir. Ils ont tué tout le bétail. Quelqu'un a été capturé par les Français et, sous la torture, cette personne nous a dénoncés. Les soldats français sont donc venus nous chercher. Ils nous ont conduits, toute la famille, à la salle de torture. Ils nous ont amenés dans un endroit où il y avait des tables en métal. Ils nous dénudaient avant de nous mettre dessus. C'était pour nous torturer à l'électricité. Ils nous gardaient dans des sortes de silos. Quand ils nous en sortaient, c'était pour de nouveau nous torturer à l'électricité. Un jour, ils nous ont amenés dans une caserne militaire. La torture s'est poursuivie, mais différemment. Ils nous coinçaient les pieds entre deux planches pour maintenir nos jambes attachées en hauteur. Nous devions nous appuyer sur nos bras pour dormir. À la tombée de la nuit, ils nous remettaient les planches. Pendant 3 ans. Un jour, il y a un colonel qui a donné l'ordre de nous tuer, mon père, mon frère et moi. Ils nous ont fait monter dans un blindé. Là, un capitaine qui était médecin s'est approché de nous. Il a vu nos blessures et il a demandé au colonel où celui-ci nous amenait. Le colonel a répondu qu'il avait reçu l'ordre de nous exécuter. Le médecin s'est objecté. Il a demandé à l'officier « Pourquoi voulez-vous tuer ces gamins ?» Suite à leur échange, ils nous ont fait descendre du camion militaire. Ils nous ont remis en prison. Allah avait décidé de prolonger notre vie. Le 1er mai 62. Le 5 juillet 1962, l'Algérie célébrait son indépendance. Pour beaucoup d'Algériens, cette fête allait être de courte durée. Dans les mois qui suivirent, près d'1 million d'Algériens de souche européenne, ceux qu'on appellera les pieds noirs, principalement des Français, quittent en panique l'Algérie en raison des massacres qui ont éclaté un peu partout dans le pays. Dès le début, la révolution algérienne va décevoir le rêve de bien des femmes, comme cette jeune militante de l'époque, Zahra Selami. Il y a eu des Algériens révolutionnaires, la plupart sont morts au maquis. Je crois que tant qu'on ne pratiquera pas une politique économique comme l'a faite la Chine, une politique d'investissement humain, je pense qu'aucun pays n'est révolutionnaire en dehors de Cuba et de la Chine. Il y a révolution et révolution. Il y a la révolution, on va dire, calme, il y a la révolution violente, tout dépend d'une révolution. C'est clair qu'en 2012, on est stagné sur 62. De 62 à 2012, je ne vois pas vraiment de changement extraordinaire. Au niveau des partages des richesses, hein, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours les mêmes têtes, c'est toujours le même principe. C'est toujours, ils ont changé un petit peu le jeu, mais les pions, c'est toujours les mêmes. Hein. Donc, ça pas vraiment. C'est un jeu d'échecs assez compliqué, spécial Algérie. Hein. L'indépendance, qu'est-ce qu'elle vous a apporté sur le plan personnel? Sur le plan personnel, rien du tout. Avant l'indépendance et après l'indépendance, c'est à peu près la même chose. Pour les femmes, pour vous-même? Pour les femmes, pour moi, c'est absolument pareil. Pour moi, ça n'a strictement rien apporté. Pour les femmes en général non plus. Si ce n'est qu'on a fait des grands discours, qu'on a déclaré l'égalité de l'homme et de la femme, mais que dans les faits, il n'en est rien, c'est tout. En fait, ce qui change, c'est juste la date, mais sinon, les faits sont les mêmes. Ça n'a pas changé depuis. Donc, c'est toujours l'inégalité entre les hommes et les femmes. Mais moi, personnellement, je serais mal à l'aise avec une femme présidente en Algérie. Parce que c'est notre culture, c'est nos racines. C'est comme moi, je suis mariée et j'aimerais pas que moi, je commande mon mari. J'aimerais pas ça. J'aimerais que c'est lui. Je veux sentir cette autorité de l'homme.
C'est exactement la même chose. Hein. Je l'accepte parce que c'est comme ça, puis ça s'arrête là. Qui confine les femmes juste dans les cuisines, je ne suis pas d'accord, parce qu'ils ont droit quand même à l'éducation, à travailler, certaines libertés, mais encadrées en fait. Encadrées dans le sens de la religion et de la culture. Donc, il ne faut pas non plus liberté pour liberté. Il ne faut pas non plus aussi dépasser certaines traditions que moi, je trouve qu'elles sont bonnes, quoi. C'est pas notre génération ou la prochaine qu'on va vivre la démocratie, mais ça va être le futur. Il n'y a pas si longtemps qu'on a eu notre indépendance, finalement. 50 ans, c'est rien. Donc, en fait, l'Algérie n'était pas vraiment bien connue. On est sorti du colonialisme français en 62. En 90, c'était terrorisme, donc le laps de temps, il n'est pas vraiment grand. Fait que les gens ne connaissaient pas. Quand vous dites l'Algérie, oh oui, vous êtes pays terroriste. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disaient tout le monde, pas juste les Canadiens. Ben, rien que d'écouter ça, ça nous faisait mal au cœur parce qu'on n'est pas comme ça. Et on aime la vie, en fait. En gros, on aime la vie. Un pays, c'est aussi une culture qui s'exprime de mille et une façons. Pour Zahia Belbachir, cette culture passe entre autres par l'identité vestimentaire. Elle en a fait son métier en ouvrant une boutique à Montréal. Et c'est ici, à Tlemcen, au sud-ouest d'Alger, que l'on retrouve les tissus et l'âme des vêtements traditionnels algériens. Je suis une passionnée des vêtements traditionnels algériens et je transmets ma passion à mes clientes. Et puis, ce qui me fait le plus plaisir, c'est pas plus la communauté, parce qu'ils connaissent le costume traditionnel algérien, c'est plutôt la communauté de Montréal, parce que Montréal, vous savez, c'est multiculturel. Et puis, j'avais des clientes italiennes, québécoises, et surtout haïtiennes, la communauté haïtienne aussi. Et puis, ils sont là, waouh, mais c'est beau, mais c'est magnifique. Et puis, j'ai adapté le costume à leur façon. Rien à dire, tu sais, c'est vraiment un vêtement de mille et une nuits, il n'y a pas à dire. C'est très beau. C'est vraiment un vêtement typique. Le peuple algérien, il a toujours été un peuple musulman, mais ce n'était pas un peuple intégriste ou enfermé sur lui-même depuis toujours. Nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, elles étaient couvertes, mais sans porter, sans se couvrir carrément comme demandaient les intégristes, c'est-à-dire de mettre le niqab ou le tchador qu'ils nous ont importé de l'Afghanistan. C'était pas un costume religieux, tiens, couvre-toi et puis sors. Non, c'était pas ça du tout. Quand j'ai quitté l'Algérie, je l'ai quitté en 89, mais j'ai laissé les femmes avec le haïk que ma mère, elle portait, la voisine, elle portait. C'est comme un grand voile, en fait. Mais ce n'était pas porté dans le sens religieux, mais c'est plus culturel. C'était un vêtement qui couvrait la femme, c'est-à-dire il y a le côté pudique de la femme, mais aussi à côté le côté sensuel, sexy, parce que le haïk, il était vraiment, il n'était pas opaque, il était un peu transparent. En fait, dans la lumière du jour, on voyait quand même la forme de la femme, où est-ce qu'elle portait en dessous, en fait, des belles robes, des choses comme ça. Donc, en fait, c'était vraiment pas un vêtement qui opprimait la femme. Au contraire, ça faisait partie de sa sensualité. Ça fait longtemps, La troisième génération, elle commence à revenir aux sources, comme moi, et commencer petit à petit à retaper cette ferme pour qu'elle soit un lieu familial de nouveau. Puis voilà, la terre, on vient de la terre et on retourne à la terre, et c'est exactement ça. Dans un autre sens, par contre, on vient de là et on retourne. On a beau grandir, partir, mais c'est pas vrai. On a toujours l'envie de retourner à nos sources, et c'est ça, nos sources, c'est cette terre-là. C'est toutes ces terres-là, en fait. Grâce à monsieur. Bien sûr, et encore.
Si l'appel de la terre est profondément ancré dans les valeurs algériennes, celle de la famille demeure au cœur de ses traditions, de son âme. Avec un rendement éco-énergétique V8 insurpassable, le Chevrolet Silverado n'a jamais eu peur du travail ardu. Et avec une puissance V8 éprouvée, il peut encaisser tout ce qui se présente. Vous choisissez le Silverado HD, gagnant du Canadian Truck King Challenge 2013. Sans crainte, sans problème. Et maintenant, durant l'événement Faites plus de 1000, obtenez des 1000 de récompense Air Miles et jusqu'à 9500 $ de rabais. Le Chevrolet Silverado 2013. Quand vous roulez sur les routes du Québec, prenez le temps de faire une petite pause dans un village relais. Vous y découvrirez des paysages et des attraits pleins de charme. Et surtout, vous découvrirez le sourire des gens d'ici. Au resto, à la station-service, au dépanneur, en fait, partout. Les villages relais, à travers leurs attraits et leurs services, 365 jours par année, c'est tout le Québec qui vous sourit. Pour le Montréalais Fouad Filali, revenir en Algérie, c'est retrouver ce qui cimente solidement la société algérienne, c'est-à-dire la famille, les amis et ce plaisir constant d'aller vers l'autre. Oui, là c'est ma ville. Je vais. Mon père est restaurateur dans cette rue-là. Ici, il ne faut pas conduire comme à Montréal, hein, pour te faire savoir. Ça commence déjà l'odeur, regardez, des fruits, des oranges, l'odeur des gens, l'odeur de la rue, l'odeur de tout ce que vous voyez ici. Ça, c'est la placette. La placette, celle-là, j'ai passé toute mon enfance ici en train de jouer du soccer. On a passé toute mon enfance en train de jouer au soccer ici. Parce que j'habitais là et puis j'ai joué du soccer ici. Aujourd'hui, il va revoir sa mère. Une mère qu'il n'a pas vue depuis 2 ans. Moi, je vais embrasser ma mère. Parce que je ne peux pas décrire l'amour que j'ai pour cette femme. Parce que, pour plusieurs raisons. Elle a tellement travaillé et elle a tellement souffert pour qu'on arrive à être des hommes. Oui, la famille algérienne. Moi, je crois que la maman, c'est le pilier de la maison. Les mamans, en parlant en général, se parlent de moi et je crois que c'est en général en Algérie que la maman, la famille, elle est très importante. Elle, c'est ma sœur. Comme... Parce qu'elle vit seule ici. On est 8 et tous ses frères et sœurs, ils sont à l'étranger. Et elle est seule ici avec ma mère. Azzaba est situé à environ 500 km d'Alger et près de la frontière tunisienne. Dans cette petite commune de 40 000 habitants, un peu tout le monde se connaît.
Et c'est le cas de Fouad Filali, ce réputé magicien. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas. Voilà. Tous les Algériens, ils sont chaleureux, accueillants, très généreux. Donc c'est une caractéristique de l'Algérien, c'est la chaleur humaine. Bon, ça c'est le village. Ah, ouais, quelqu'un d'autre. Ça, il travaille chez mon père. Il travaille chez mon père. كنت تستخدم واي في الكوزينه ولا في الكوزينه؟ في الصاله. وي في الصاله جربانه. Lui, allez, lui c'est un gars qui a travaillé avec moi à la sidérurgie de Annaba. À la sidérurgie de Annaba. Nous on touche. Nous avons, parce que le toucher, lorsqu'on parle, on touche comme ça. Et on prend notre copain comme ça, on prend notre copain à la main, on le prend comme ça. Mais ça, c'est naturel pour nous. Tandis que les Québécois, lorsqu'ils nous regardent, ils disent, c'est quoi ça? Il y a quelque chose, il n'y a rien. C'est juste une culture de toucher dans les musulmans, arabo-musulmans. Donc, il n'y a rien entre les hommes si vous voyez deux hommes en train de se toucher ou parler. Oui, mais ça va y aller. Le soccer ici en Algérie, c'est une religion. Après l'islam, c'est le soccer. Le soccer, c'est typiquement masculin. Personne ne laisse sa fille ici venir ou sa femme, c'est très très dur. Non, non. Mais les femmes, elles me demandent toujours, si nous laissent, nous, on peut y aller. C'est juste, c'est pas une tradition, c'est juste par pudeur que la femme n'assiste pas dans ce genre de manifestation d'hommes. Le problème en Algérie, la femme, on ne lui donne pas sa véritable place dans la société. Et c'est ça qu'on lutte pour que la femme, elle soit comme l'homme. Elle peut venir au stade, elle peut aller seule, elle peut venir prendre un café. Mais ça dans les grandes villes, dans les petites villes, je pense que la nouvelle génération, ils vont l'accepter. Comme ancien professeur de lycée, Fouad Filali est préoccupé par le niveau de qualité de l'éducation, un niveau qu'il trouve urgent d'améliorer en Algérie. Ce qu'on veut, le défi actuellement en Algérie, c'est avoir la qualité. La qualité, actuellement, ils sont en train de voir des instituts spécialisés pour avoir des étudiants ou des gens de grande qualité qui peuvent aller plus loin actuellement au niveau mondial. Nous avons beaucoup d'étudiants, mais on veut aller vers la qualité. On peut avoir 1000 ingénieurs, mais on veut avoir 10 ingénieurs de grande qualité. Ces jeunes étudiants réclament toutefois des actions concrètes pour un réel développement économique de leur pays. Tous les jeunes, ils veulent la liberté. C'est pour ça que, par exemple, on voit des manifestations et tout. Les jeunes, ils veulent la liberté. C'est pour ça qu'on voit dans tous les pays arabes, il y a les jeunes qui se manifestent. Il y a toute la jeunesse arabe qui est en train de vouloir le développement, l'enrichissement. On veut arriver à la place, par exemple, comme le Canada, c'est un énorme pays, un géant de l'industrie. On veut arriver à la place d'un pays de la même catégorie. Nous, la jeunesse, on en a marre d'être traité comme un pays en développement. On en a marre d'être toujours dans le stade du développement. Et pourtant, l'économie algérienne, dans bien des régions, est en effervescence, comme c'est le cas à Skikda, où Fouad nous amène. Ça, c'est le troisième port d'Algérie. Pour le port, c'est le troisième port d'Algérie. Sur le port économique, l'unité, on appelle Sonatrach,
je pense aussi que c'est la 3e en Algérie. Et je pense que c'est le port où on reçoit des milliers de conteneurs, parce que tout ce que vous voyez ici en Algérie, c'est de l'importation. Naturellement, ça vient de la Chine. Donc, il y a des milliers de conteneurs chaque jour qui passent dans ce port. Vous savez, l'Algérie, c'est un boom économique, surtout pour la deuxième phase de 2010 à 2014. Il y a plus de 300 milliards de dollars pour reconstruire le pays. Par exemple, nous sommes à Skikda, dans la zone industrielle. Un exemple, la centrale électrique ici à côté de moi, ça a coûté plus de 300 millions de dollars. Je répète, plus de 300 millions de dollars, cette centrale électrique. Mais ce que je demande aux Québécois, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Parce qu'il y a les Suisses, les Allemands, les Anglais, les Américains qui sont là pour aller chercher des contrats. Mais il n'y a pas que l'économie qui définit un pays. Ici, nous sommes à Stora, plus exactement à Skikda, dans un port de plaisance et de pêche. Donc, c'est un petit port de pêche. Et vous savez, ici, chez nous, la mer, elle est en nous. À partir du mois d'avril, mai, les enfants ou les adultes commencent à descendre en mer, c'est toute la côte. Par exemple, Skikda, on sent la mer. Ça sent vraiment. Lorsqu'on est là, on fait ça, on aspire un vent différent ou un air très différent dans des villes. Moi, je dis, oh my God, ça sent quelque chose de très différent. Ah oui, ça sent vraiment le poisson, ça sent la mer, ça sent, je sais pas, une odeur très différente. Pour le poisson, nous, on n'a pas congelé. On ne peut pas aller à IGA ou à Métro. Oh, c'est bon le poisson. Non, chez nous, chaque jour, on va aller ramener du poisson. On mange du poisson bio qui ça coûte très très cher. Moi, je suis restaurateur et je sais qu'est-ce que c'est la valeur du poisson frais. Si vous aimez descendre au port, à partir de 4 heures de l'après-midi, les pêcheurs rentrent, c'est à vous d'aller choisir et négocier. Si on vous dit ça coûte par exemple là, en dollars, 10 $ le kilo, dit oh non, jamais, non, on négocie et puis on tombe à 5 $ le kilo. En Espagne, elle fait 40 euros le kilo. Ici, c'est 80 000, 800 dinars. Il adore le poisson. Eh bien, il a raison. Il profite à fond. Parce qu'ailleurs en Europe, c'est trop cher. Hein? Chez nous, c'est moins cher. Hein? L'Algérie, c'est un pays vierge. Hein? On profite à fond. C'est un secret. Bien sûr, bien sûr. C'est un très beau pays. On l'aime. Hein? وجهك فضحك يا خير خليت الناس هنا تضحك عليك خبي وجهك يا خير خليك في الظل يا نار يخليك وجهك فضحك يا La ville de Skikda, c'est aussi pour bien des Algériens un rendez-vous incontournable avec l'histoire. Vous savez, si on parle du 50e anniversaire de l'indépendance, on ne peut pas ne pas parler de ce 20 août 1955 où la France a ramassé en ville de 17 ans à 70 ans, enfants, adultes, vieux, femmes, filles, ils les ramenaient du centre-ville, ils les ramenaient ici dans le stade, ils ont fait un massacre collectif, donc un massacre collectif. Pendant toute une journée, ils ont tué des milliers des innocents. Comme ça, dans la rue, on ramène, on tue. Et puis, ils ont fait une fossée, plusieurs fossés. Ils l'ont enterré, ça c'est une journée que ça reste dans la mémoire de chaque Algérien et surtout des Algériens qui habitent la région. C'est une journée, c'est pour cela qu'on fête chaque année le 20 août 55 pour fêter nos martyrs. D'autres nuages allaient assombrir bientôt la jeune histoire de l'Algérie.
Il y a 1000 façons de vous parler de l'Algérie. Voici la mienne. Pas un nuage dans mes pensées, je n'y vois vraiment que du bleu, avec des bouts de Méditerranée, posés sur des rivages paresseux. Rien que du bleu, rien que du bleu. C'est cette vue, c'est la baie d'Alger. Ça me manque beaucoup, mais j'ai toujours été une fille de la mer. J'ai un attachement particulier à la Méditerranée. Mais la Méditerranée, elle a quelque chose de particulier parce que ça a été le centre de tout. Ça a été le centre ça a été le centre du monde pendant longtemps. Je suis née en Algérie, en fait je suis née à Oran. Et j'ai grandi à Alger. J'ai vécu à Oran jusqu'à l'âge de 5 ans et puis le reste du temps, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai été à Alger. اسمها صفاء صفا انت يا صفا وانت يا مروه. Là, on se trouve dans une des ruelles de la Casbah, de la vieille ville dans Alger. C'est ce lieu, c'est mythique parce que, oui, ça a été le berceau de la révolution algérienne contre l'occupation française. Donc, entre 54 et 1954 et 62. Puis après ça, mais c'est sûr que dès que le peuple se soulève, ça prend naissance dans la Casbah. C'est le quartier populaire par excellence. Ce que ça représente pour moi, oh mon Dieu, si tu savais. Tellement de souvenirs d'enfance, tellement de bons moments. On venait si souvent faire le marché ici en bas. Leurs souvenirs bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu. Mon Algérie a toujours deux visages quand je la regarde. Il y a cette lumière si spéciale, cette architecture. Mais en même temps, il y a les images de cette violence passée qui ne sont jamais tellement loin dans mes souvenirs. J'ai quitté un ami, je vois encore ses yeux. On a quitté l'Algérie, mon petit noyau familial et moi-même, pour Montréal, en direction de Montréal, en fuite, en fait. Et j'avais donc 16 ans, c'était en 94, c'était pendant, dès le début des années noires, des années, qu'on dit, c'est ça, les années sombres de l'Algérie. À l'Algérie. Vive l'Algérie, halte au terrorisme, vive l'Algérie, la paix, que la paix nous revienne. On en a assez, on en a assez. On veut de la paix pour cette Algérie, millions shahid. On veut de la paix, c'est quand même malheureux. Bekri al-Harbeina, c'était un ennemi, c'était apparent. Mais donc on a affaire... Tout le monde demandait l'asile, tout le monde voulait quitter, c'était tellement critique. C'était une guerre civile déguisée. On vivait dans l'insécurité, dans la peur. Il y avait des tueries, il y avait ma mère allait enseigner à l'université, puis on avait peur qu'elle ne revienne pas parce que les professeurs femmes se faisaient assassiner, les journalistes femmes se faisaient assassiner, les coiffeuses se faisaient assassiner. Donc on vivait dans la crainte de voir ma mère partir et ne jamais revenir. En 2005, quand je suis venue donner justement un spectacle ici, ça faisait depuis 88 que j'étais pas revenue au Cassif. Donc à la fois j'avais un mélange de grand bonheur et en même temps j'avais peur. Pendant qu'on était en train de faire le test de son, c'est les flics qui faisaient le tour avec des chiens renifleurs de bombes. À l'époque, ça m'a terrorisée, c'est sûr que...
C'est sûr que ça faisait tellement longtemps que j'étais pas revenue au pays que je savais pas ce qui risquait d'arriver pendant le spectacle. Je suis venue ici regarder des spectacles plus jeunes. Le Cassif, ça me rappelle surtout une belle époque. Une Algérie légère, insouciante, libre, où on était tous égaux. On vivait à l'européenne pas mal. Ça me rappelle ça. On est bien deux choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a fait On est pas loin du phare, on est à Sidi Fredj. Et ici, à cette plage-là, la plage ouest, c'est là que les Français ont débarqué en 1832. Finalement, ici, c'est l'endroit de toute mon enfance. C'est ici, tu vois, ici, je plongeais, ici, je nageais. En Algérie, les témoignages de sa longue histoire sont constamment présents, comme ici, à Tipaza, à environ 70 km d'Alger, où on retrouve de nombreuses ruines romaines. Un patrimoine architectural magnifique, malheureusement, de plus en plus à l'abandon. Une tristesse déplorable quand on sait toute l'histoire qu'il abrite. Ouf, que c'est beau. Je comprends ici ce que l'on appelle gloire. Le droit d'aimer sur mesure. Citation d'Albert Camus. Les noces de Tipaza. C'est d'ailleurs ici que plusieurs des écrits d'Albert Camus y ont pris naissance. La mer nous donne énormément de force. Mais en même temps, on se sent humble. On ne peut faire autrement que se sentir humble face à cette force, à cette grandeur-là. La mer peut changer rapidement. Elle a tout un caractère, comme les femmes algériennes. Si la journée de la femme est célébrée chaque année de cette façon, sur le terrain, cette apparente légèreté masque une réalité tout autre. Depuis cette triste décennie noire, l'égalité de la femme n'est pas souvent au rendez-vous. Avec la montée de l'intégrisme, j'ai l'impression que tout ce qui représentait l'Occident, tout ce qui représentait aussi l'émancipation de la femme, était visé. Donc, tout ce qui était mécréant, tout ce qui était considéré comme ennemi. Là, je veux dire, on le sent qu'il y a eu une dégradation. Les filles ne se sentent plus à l'aise à aller marcher toutes seules. Elles se sentent obligées de se voiler. Pas toutes. Il y en a qui le font par conviction, je vous l'accorde, mais... Ouh là là, je veux dire, ça se sent qu'elles ne veulent pas se faire embêter, alors elles plient les chines. L'Algérie n'avancera absolument pas, n'ira pas vers un avenir brillant comme elle le mérite si on ne donne pas toute la place qu'il faut à la femme. Elles iront prier, pieds nus sur le sable, cœur vif sur le sable, puisé dans leur âme, l'espoir dans la noirceur, l'espoir dans la rancœur, la lumière sans la peur. Avec un rendement éco-énergétique V8 insurpassable, le Chevrolet Silverado n'a jamais eu peur du travail ardu. Et avec une puissance V8 éprouvée, il peut encaisser tout ce qui se présente. Vous choisissez le Silverado HD,
gagnant du Canadian Truck King Challenge 2013. Sans crainte, sans problème. Et maintenant, durant l'événement Faites plus de 1000, obtenez des 1000 de récompense Air Miles et jusqu'à 9500 $ de rabais. Le Chevrolet Silverado 2013. On ne peut parler de l'Algérie sans aborder la délicate question de la Kabylie. Cette région de l'Algérie où tout un peuple, les Berbères, lutte depuis des années pour protéger leur identité et leur culture. Cette Kabylie, c'est celle que défend avec sa plume le poète Karim Akouche. L'histoire de la Kabylie comparable à ce cortège de nuées implacables. Parce que mon peuple survit sous ce vent, sous ces cortèges de brouillard. Il rame à tâtons, il avance dans le flou, il se cherche une issue. Mon peuple, c'est ce peuple qui refuse de disparaître. La Kabylie est une région qui se trouve au nord de l'Algérie, entourée de montagnes et de plaines. Au nord par la Méditerranée et au sud par les hauts plateaux. Les Kabyles sont au nombre d'environ 6 millions. Ce ne sont pas des Arabes, mais des Berbères. Une culture avec ses propres traditions séculaires. Karim Akouche est un jeune poète kabyle, romancier, dramaturge. Il vit à Montréal depuis 3 ans. Il y lutte à sa façon pour faire connaître à la communauté internationale le combat de son peuple, son histoire et son identité. Une longue histoire de résistance. À la base, il y a un viol constitutionnel, historique, culturel, juste après l'indépendance, lorsque on a donc botté le cul aux Français en 62. Parce que les Kabyles ont pensé avoir contribué à la guerre d'Algérie. Ils ont payé donc à leur tribut. Il y a eu des milliers et des milliers de morts, mais il y a eu donc confiscation de cette indépendance. Et du coup, en 62, les Kabyles se sont retrouvés en marge de cette histoire, de cette Algérie qui venait de naître. En 1980, il y a eu en Kabylie ce que l'on a appelé le printemps berbère. Toute la population, artistes, étudiants, les ouvriers, les intellectuels sont descendus dans la rue pour réclamer avec force leur spécificité linguistique, leurs droits et leur identité kabyle, tout simplement. Ce que demandent les gens, c'est halte à la hogra, halte à la justice, halte à l'impunité. Voici Béjaïa, la deuxième ville en importance en Kabylie après sa capitale Tizi Ouzou. Béjaïa est considérée comme le cœur culturel et patrimonial de cette société. Toutefois, depuis quelques années, des signes alarmants inquiètent Karim Akouche. Moi, je suis pour une Algérie qui avance. Quand je vois des tabous, par exemple, la femme n'a pas le droit de prendre un café sur une terrasse, ça me révolte. J'ai remarqué, par exemple, la forte présence du voile au sein de la société kabyle. Ça, vraiment, c'est un fait nouveau. Avant, ça n'existe pas. Donc, à mon avis, il y a une politique voulue
par les autorités d'Alger pour détruire l'âme kabyle, parce que les Kabyles généralement portent les robes kabyles, les tenues occidentales. Donc il y a une volonté vraiment de détruire l'âme kabyle. Et cette crainte est aussi partagée par le mouvement des femmes kabyles. Le vide, je pense que le vide culturel, un vide politique a permis à ces gens-là de prendre de la place dans la société berbère. C'est une catastrophe. Nous, par exemple, pour la mixité en Kabylie, c'est une chose connue. On fait nos fêtes mixtes, on danse, on chante, on ramène la mariée, tout le monde la voit. Alors là, il y a des gens qui viennent maintenant voilés et qui vous disent on ne me prend pas en photo, on ne me prend pas en caméra, on ne doit pas chanter. Et ce qui est encore... ça risque de prendre encore plus d'ampleur parce que nos mosquées ont été changées par les animateurs des mosquées, les chirs des mosquées d'avant. Ce ne sont pas les mêmes que de maintenant. Ce sont ceux qui sont ici dans les universités islamiques, donc qui sont très rétrogrades. Donc vraiment, il faut tirer la sonnette d'alarme. On n'a pas besoin d'enseigner, par exemple, la religion à l'école. La religion, ça fait partie de la sphère privée. Il ne faut pas étaler ça au grand jour pour, c'est-à-dire essayer, je ne sais quoi, obtenir une place au paradis. Moi, je suis vraiment convaincu que tous les fanatismes se rejoignent. Moi, je l'appelle d'ailleurs l'islamisme radical, le péril vert, le fascisme vert. Donc, pour moi, tous les fanatismes se rejoignent. L'école algérienne est sinistrée, est malade. Elle est en train de... de ranger les tripes de la société algérienne. Toutes les sphères de la société algérienne sont atteintes. Quand on trouve une phrase du genre « L'islam est un arbre, il ne vivra que lorsqu'il sera irrigué par du sang » dans un manuel scolaire, ça me fait craindre le pire. Il y a un danger qui guette la culture kabyle et l'identité kabyle, parce qu'il y a une politique d'islamisation et d'arabisation des autorités d'Alger. Même comme ici à l'université de Bijaya, j'ai l'impression que la lutte pour la langue kabyle n'est pas tout à fait gagnée. Personnellement, pour moi, c'est pas très important parce que c'est pas une langue avec laquelle on pourrait avoir un avenir, enfin personnellement. Mais il y en a ceux qui tiennent vraiment. L'analyse que fait Karim Akouche s'appuie sur plusieurs études, dont celle alarmante réalisée par le professeur Kamel Bouamara. Les Kabyles demandent aujourd'hui justement à ce que le Kabyle soit protégé, soit pris en charge aussi bien juridiquement que financièrement par l'État algérien pour que cette langue puisse se développer, mais aussi lutter contre sa disparition. Parce qu'on risque, si l'État n'intervient pas financièrement, juridiquement pour la protéger et la promouvoir, cette langue risque de disparaître dans quelques décennies. Depuis plusieurs années, ce sont les artistes qui défendent sur tous les fronts l'identité kabyle. Des artistes comme Boujemma Agrao. La chanson kabyle a tout le temps été une chanson à texte qui est née dans la souffrance. La chanson kabyle, la chanson engagée kabyle,
C'est un peu la continuité dans l'histoire. Juste après l'indépendance, on était un peu opprimés. Notre langue était opprimée. Et grâce à la chanson kabyle qui a commencé à revendiquer déjà notre identité, qui a parcouru les villes pour essayer de dire qu'on est là, c'est-à-dire que la chanson kabyle, c'est résistance, résister et dire aux gens que le terrorisme, on peut le vaincre à la condition qu'on soit mobilisé, qu'on soit unis, de façon à ce que ces gens-là ne nous fassent pas peur. Au contraire, il faut que c'est à nous de leur faire peur. سوارزي سبور تغلا ورثة شوالين لا 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 وإذا نشتا يعيش السنين والسنة الزين نبغي سيارة يعيش السنين والسنة الزين نبغي سيارة نبغي سيارة. Ce qui me blesse en Algérie, c'est ce crime identitaire. Quand un Kabyle, par exemple, naît, on lui colle une étiquette arabe musulman. Mais en fin de compte, la réalité est tout autre. Moi, par exemple, ma mère ne parle pas l'arabe. Est-ce que je suis arabe? Je ne suis pas arabe. Je suis Kabyle, mais je suis entièrement algérien. Un peuple qui n'a pas d'État est condamné à disparaître. Un peuple sans État va subir l'État des autres peuples. C'est pour cela que le peuple kabyle doit avoir son État autonome au sein d'une Algérie plurielle. Moi, j'ai dit quelque part que l'histoire ou le temps qui avance, qui cavale, ne fait pas dans la dentelle. Il saisit, il prend avec lui, il conduit avec lui celui qui combat, il traîne, il laisse derrière lui celui qui flanche, celui qui capitule. L'avenir de l'Algérie est encore bien sûr à se dessiner. Si la soif de changement grandit chaque jour, le chemin que la société algérienne doit prendre pour y parvenir reste encore mal défini. L'occupation française a duré et a couvert pratiquement 6 générations. Les blessures ont été profondes. Aujourd'hui, nous sommes juste à la 2e génération après l'indépendance. Donc les séquelles, si vous voulez, de ce colonialisme sont encore présentes, sont encore lourdes à porter. Et les gens, même la nouvelle génération, si elle n'a pas vécu ces atrocités, elle les porte en elle-même et elle les sent. On ne peut emprunter la même route qu'ont pris nos pays voisins comme la Tunisie ou la Libye. Leur révolte n'est pas la nôtre. Les cicatrices de la guerre civile des années 90 sont encore trop vives en Algérie. Il y a eu plus d'1 million d'enfants traumatisés dans notre pays. Malheureusement, la prise en charge psychologique n'a pas concerné beaucoup de monde. On estime que peut-être 30 000 enfants ont été, 40 000, 50 000 ont été pris en charge. Mais le reste n'a pas été pris en charge. Ce qui explique, si vous voulez, la violence sociale qu'aujourd'hui on est en train de voir. Et nous l'avons signalé déjà en 1999 en disant « Attention, lorsque ces enfants seront adultes, nous allons assister à des scènes de violence terribles. » Et je crois que nous sommes parfaitement dans cette ambiance-là. J'ignore encore comment se traduira demain cette nouvelle Algérie. La jeunesse brûle de changement, les femmes aussi. En même temps, comment préserver nos coutumes? Comment faire cohabiter nos choix spirituels ou laïques? Si les réponses restent à s'écrire, il est toutefois impératif que ceux et celles qui auront à gouverner puissent enfin donner à ce pays et à son peuple non seulement la dignité, mais la capacité de croire en ses possibilités et de les développer comme ils le méritent. C'est aussi ça, mon Algérie de demain. شجاع اللي فيها
Voilà, c'était Zone Doc. Merci d'avoir été là. À la prochaine. لم